Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Corchia qui est cofondateur de Indexima. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Nicolas, déjà, ça me fait plaisir de te rencontrer. Aujourd'hui, nous allons parler de business intelligent et en particulier de business intelligence, donc BI en self-service. Donc c'est un sujet que je connais pas très bien parce que moi je connais pas mal la BI entre guillemets classique, celle qui est encore dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, cette conversation avec toi m'intéresse particulièrement parce que je vais pouvoir essayer de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cette nouvelle notion, même si ça fait quelques années, de BI en self-service. Et ce qui va m'intéresser aussi aujourd'hui avec toi, c'est d'aller en détail sur qu'est-ce qui peut être les grands travers de ces technologies et un petit peu avec ton retour d'expérience, comment on peut le mettre en place dans une entreprise de manière cohérente. Avant d'attaquer et avant même de te présenter, il y a une question que j'adore poser à tous ceux que j'interviewe, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique ? Bonjour Philippe. Alors, mon premier projet informatique, ouais. J'en ai un qui est assez marquant. J'étais apprenti en fin de master maths info avec aucune réelle expérience en informatique en entreprise. Et je me suis retrouvé à implémenter un algo de calcul de recuit simulé pour optimiser le classique. Pour optimiser la rapidité de construction d'une isochrone. Tu sais, une zone de chalandise, une espèce d'empreinte commerciale basée sur le temps de déplacement d'un client potentiel, d'un chaland. D'accord. Et ben à l'époque, ça a été un vrai challenge pour moi. Et ça, en tout cas, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Et je rappelle à tous ceux qui postulent dans notre société, c'est que oui, les algorithmes que vous pouvez apprendre pendant vos écoles, ça sert à quelque chose dans la vraie vie, quoi. Et du coup, tu as développé ça en quelle technologie ? À l'époque, c'était quoi ? C'était du C#. Du C#. Ah bah disons, c'était pas si vieux que ça alors. C'était, je suis pas si vieux, j'ai 41 ans. Super. Alors, avant d'attaquer le sujet de la BI, est-ce que tu peux me raconter en quelques mots rapidement quel est ton job, quelles sont tes caractéristiques, d'où tu viens, quels sont tes domaines de compétences et comment t'en es arrivé là à cofonder Indexima ? Alors avec plaisir. Bon déjà, Nicolas Corchia, j'ai 40 ans, 2 enfants et je fais pas mal de sport. Mais maintenant, si on parle un peu taf, mon taf est sportif lui aussi. Depuis 4 ans, je suis à la tête d'une start-up. On est 25 en ce moment. Et en tant que co-founder, je suis moi en charge, on est 3 co-founders, et je suis en charge moi des opérations. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis d'un côté à la tête de l'équipe avant-vente. Donc je permets aux forces commerciales de l'entreprise de vendre au mieux le produit qu'on développe en interne. Et je suis aussi à la tête de l'équipe Customer Success. Donc, après la vente, je travaille aux côtés de nos clients pour maximiser leur expérience et leur satisfaction. Et comment t'es venu l'idée de cofonder une société comme ça ? Alors, Indexima, comment je suis arrivé là ? Je peux pas vraiment te dire par hasard, même si je pense qu'on a tous des cursus qui font que le hasard a eu un impact assez fort. Mais la data est venue assez naturellement. En fait, je suis curieux, matheux de formation. Et en fait, quand tu cherches à comprendre comment se comportent les produits des entreprises dans lesquelles tu travailles et les produits que tu développes, bah, tu te retrouves assez naturellement à ouvrir des classeurs Excel, puis un peu plus tard, des dashboards tableaux pour partager les pépites que tu as trouvées. C'est comme ça que je me suis retrouvé, il y a une petite dizaine d'années, à créer l'équipe BI, qui est devenue ensuite l'équipe BI Big Data, de Mappy. Tu sais, Mappy, le calculateur d'itinéraire. Bien sûr. Donc, tu avais déjà un parcours de traitement de données avant ? Alors, j'avais un parcours assez hétérogène. Je suis passé j'ai été prof de maths, j'ai été expert de tests de charge sur des trafics, sur des sites web à fort trafic. J'ai fait un peu de dev C# dans le monde du SIGE, du système d'information géographique. Et j'ai aussi été lead QA sur un moteur d'optimisation de tournée. Donc, concrètement, j'ai navigué dans pas mal de choses. T'as balayé. J'ai balayé, ouais. Mais ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le monde de la data et dans le monde de l'édition de logiciels. D'accord, bah c'est super. C'est super. En plus, moi, je suis super content de discuter avec des gens comme toi parce que souvent, dans le monde de la BI, c'est des gens qui viennent du marketing ou qui ont une approche qui n'est pas orientée
mathématicien, si je puis dire, et souvent ça donne des conversations assez compliquées. Donc je trouve ça hyper intéressant que de ton parcours, en plus, tu as déjà l'expertise mathématique qui vient asseoir ta compétence. Est-ce que tu peux nous présenter Indexima en quelques mots? Oui, et même je peux t'expliquer comment on en est arrivé à Indexima avant même de t'expliquer ce que fait Indexima. Donc à l'époque où je bossais chez Mappy en tant que responsable BI Big Data, mon objectif et l'objectif de cette équipe, c'était d'analyser et comprendre le comportement des Mappynautes. Les Mappynautes, c'est les utilisateurs des services Mappy, pour pouvoir ensuite les expliquer aux différents collaborateurs de Mappy. Mappy, c'est une structure qui fait entre 100 et 150 personnes en fonction des années. Des questions simples, hein. Qui va en Bretagne l'hiver? Est-ce que les cyclistes utilisent les grands axes ou pas? Est-ce que les jeunes s'arrêtent beaucoup devant les McDo ou les Burger King? Autant de questions qui peuvent être intéressantes, mais surtout valorisables, au final, pour Mappy et puis ses partenaires. Au bout de quelques mois et analyse avec cette équipe data, on s'est retrouvé à brancher des dashboards Tableau, donc Tableau, le logiciel Tableau de DataVis, sur des grosses volumétries de données. Alors, c'est quoi des grosses volumétries de données? C'est plusieurs centaines de millions de lignes, voire même ensuite plusieurs milliards de lignes. Ouais, et en fait, on est vraiment dans l'univers du big data, quoi. On est dans l'univers de ce qu'on appelle le big data. Ouais, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais ouais, il y a des grosses volumétries de données. Et là, en fait, quand tu branches ce genre d'outils, des tableaux, des lookers, des Power BI sur des grosses volumétries de données, plusieurs centaines de millions de lignes, plusieurs milliards de lignes, eh bien, tu te retrouves face à un problème qui, pour un matheux et un informaticien, un tech, est plutôt intéressant et motivant. C'est comment accélérer les dashboards sur des gros volumes. À l'époque, il faut que tu saches qu'on était capable, donc ça c'était il y a 6 ans, on était capable d'attendre plusieurs minutes pour qu'un dashboard s'ouvre sur ces quelques milliards de lignes. Et ben en fait, c'est là que j'ai rencontré Florent, le deuxième des 3 fondateurs d'Indexima, celui qui a inventé Indexima, et en fait parce qu'il a craqué le sujet. Il a craqué ce sujet et avec le MVP d'Indexima qu'il m'a mis à disposition pour répondre à mon use case, il a transformé les minutes d'attente en millisecondes. On a divisé par 10 000 les temps de réponse. C'était bluffant. Ouais, c'était hyper bluffant. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait tous les deux derrière? On a trouvé un commercial, on s'est associés et on a créé Indexima. D'accord. Ouais, parce que souvent, le retour que j'ai de tous ces outils BI, c'est que ça rame, quoi. Ça rame parce que déjà, c'est pas optimisé, parce qu'ils injectent des données dans tous les sens et que souvent, ça revient, nous, dans les équipes informatiques et puis on leur dit, ouais, c'est lent, quoi. Ça s'arrête un peu là, quoi. Ensemble, on va voir comment on peut aller plus loin, en fait. Et du coup, pour te présenter, pour répondre à ta question de tout à l'heure qui était qu'est-ce que c'est Indexima? Si tu écoutes les journalistes, Indexima, c'est le tigre de ton cluster Hadoop. Tigre de ton cluster. C'est vrai, hein, je cite un journaliste quand je te dis ça. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, ils disent plutôt le jaguar de ton cloud data warehouse. Mais globalement, ils aiment bien nous comparer à des animaux sur des data warehouse et des data lake. Si tu écoutes ma fille de 11 ans, Indexima, c'est un truc qui permet de calculer combien il y a de grains de sable sur une plage bretonne en moins d'1 seconde. Ça te permet peut-être de voir un peu mieux. Au final, Indexima, vu qu'on parle à des techs, on peut peut-être arrêter de vulgariser à ce point-là. Parce que le jaguar ou le tigre, je suis pas sûr que ça parle à grand monde. Ouais. Indexima, c'est un logiciel en fait qui se déploie de manière très simple dans n'importe quel système d'information, dans le cloud, on-prem, sur Linux, sur Windows, peu importe, et qui permet d'accélérer des analyses BI par des facteurs 1000, 10 000, 100 000, peu importe le volume de données. Et si je te l'image un petit peu plus, sans retourner dans les vulgarisations, tu le sais, en entreprise aujourd'hui, il y a de la donnée, il y a plein de données. Ces données, elles sont stockées sur des disques durs, dans des data lakes, dans des data warehouse, des bases de données. Elles sont stockées quelque part. Et de plus en plus, on voit fleurir dans les entreprises des outils d'analyse. Excel est super connu comme outil d'analyse, mais évidemment... Power BI, ClickView, Tableau, tout ce qu'on peut imaginer de la suite, quoi. Exactement. Power BI, Tableau, ClickView, Looker et autres Cognos et Business Object. Et en fait, quand tu branches ces outils sur des données, tu l'as dit tout à l'heure, il arrive souvent, voire quasiment tout le temps, que les utilisateurs finissent par dire « ça rame, c'est lent ». Et en fait, qu'est-ce qui rame? Ce sont ces requêtes SQL. Les requêtes SQL générées par ces outils qui partent dans les bases de données
Eh bien, en fait, ces requêtes sont complexes. Elles sont compliquées pour les moteurs qu'on va appeler les moteurs généralistes, les Oracle, les Teradata, les Snowflake, les BigQuery. Tous ces gens-là, en fait, sont des moteurs généralistes qui sont faits pour répondre à beaucoup de use cases, mais qui, il faut se l'avouer, sont pas assez rapides pour les use cases BI. C'est du générique, quoi. Donc, par définition, c'est pas optimisé pour des requêtes particulières, quoi. Exactement. Et nous, Indexima, on est ce moteur qui vient se positionner entre ton outil de DataVis et ton moteur générique pour le rendre expert de la BI et faire en sorte que les requêtes SQL qui pouvaient mettre plusieurs minutes deviennent des requêtes SQL qui mettent moins d'une seconde. D'accord. Et ça veut dire que concrètement, c'est-à-dire que vous branchez entre la source de données et l'outil de reporting et vous interceptez les requêtes qui viennent de l'outil de reporting pour les optimiser à destination de la base de données. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est un petit peu, pour faire des analogies, c'est un petit peu comme un proxy ou un cache qui vient se positionner de la manière la plus transparente possible entre les deux et qui va faire deux choses en fait. Première chose, réduire le trafic qui descend à la base de données. Parce qu'en fait, on intercepte le plus possible de requêtes pour y répondre très rapidement. Et deuxième chose, je viens de le dire, répondre très rapidement et répondre beaucoup plus rapidement que les outils en place. D'accord. Et du coup, ça se branche sur n'importe quel type de source de données, que ce soit la base de données, que ce soit, comme on a dit, les Snowflakes, n'importe quel type de données, quoi. Ouais, tout à fait. Toutes les sources de données SQL que tu peux trouver on-prem ou dans le cloud, mais aussi des sources de données fichiers. Et évidemment, on est capable aussi, avec notre techno d'hyperindexation, on est capable d'indexer des fichiers que tu vas trouver dans tes buckets S3, sur ton storage GCP ou Azure, ou on-prem sur ton NAS ou sur ton data lake en HDFS, quoi. Parce qu'on le dira jamais assez, je pense que c'est bien de le rappeler, c'est que il y a encore beaucoup de fichiers en entreprise et le fichier, ça reste quand même un moyen de transférer assez rapidement des données d'un secteur à un autre et ça reste quand même tout n'est pas magiquement dans des super bases de données indexées, quoi. Tout à fait. C'est malheureusement la réalité de l'informatique. Est-ce que maintenant qu'on a un peu mieux compris ce que c'était Indexima et comment ça fonctionnait, est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner une définition de ce que tu considères être la BI en self-service? Ah, la BI en self-service. Et peut-être en lumière, en quoi c'est différent de la BI, ce qu'on appellerait classique, si je puis dire. Ouais. La BI self-service, et après je vais te parler un peu de la BI classique, et puis du coup tu vas comprendre la différence, mais si je dois te le résumer, pour moi, c'est la décentralisation de l'expertise data. Alors, une fois qu'on a mis cette phrase super belle, imaginons un peu et rendons le truc un peu plus concret. Avant, dans les entreprises, à la fin du mois ou à la fin de l'année, quand tu avais besoin d'un chiffre, tu demandais à Michel, l'expert des bases de données de l'entreprise. Et tu lui dis, Michel, te donnait quoi? Un chiffre ou quelques lignes, quelques chiffres à travers une feuille Excel, au mieux, ou éventuellement sur un papier, et tu l'écrivais. Merci Michel, mais derrière, après beaucoup de macros dans Excel et de la sueur, tu étais en mesure de délivrer un indicateur que tu peux expliquer à ta direction en montrant par exemple une tendance à travers une image dans un slide PowerPoint, quoi. Voilà, ou pire, un tableau croisé dynamique où tu vois tes chiffres et puis tu dois les expliquer et puis tu dois les colorer pour essayer de raconter une histoire dessus. La BI self-service est ce qui a mis en œuvre Tableau et ClickView, hein. Clairement, les deux qui ont démocratisé la BI self-service sont Tableau et ClickView. Ils ont été suivis derrière par Power BI, Looker et puis tout un monde. Mais Tableau et ClickView, ce qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années quand ils ont commencé à exister, c'est qu'ils ont démocratisé l'accès à la donnée en mettant en place ce terme qu'on a appelé la BI self-service. Et cette BI self-service a permis de rendre beaucoup plus simple l'accès à la donnée. Et alors comment? Il y a déjà une première chose à savoir, c'est que pour rendre simple l'accès à la donnée, la BI self-service a enlevé quelque chose, c'est le SQL. C'est-à-dire que pour accéder à une donnée, quand tu utilises Tableau, quand tu utilises ClickView, quand tu utilises Power BI, Looker, tu ne tapes pas de SQL. Tu fais des drag and drop dans une interface graphique qui est plus ou moins sexy, plus ou moins cool à utiliser, mais tu fais des drag and drop. Et cette restitution qui a été simplifiée, puisque l'accès à la donnée est simplifié, a été aussi améliorée, c'est-à-dire que dans ces outils-là, tu génères maintenant des images plutôt que de générer des tableaux croisés dynamiques dans lesquels tu vas avoir des chiffres qui sont incomparables les uns avec les autres. Et tu te retrouves à avoir des courbes, des donuts, des nuages de points, des histogrammes
qui sont beaucoup plus simples, eux, à expliquer. Et désormais, t'appelles plus Michel quand tu veux un chiffre, mais c'est Sophie de la compta qui est capable de travailler directement sur les chiffres issus des systèmes opérationnels, ou Paul du service marketing, et ils deviennent tous ces métiers deviennent des experts de la donnée, sans avoir besoin de connaître le SQL et d'appeler Michel qui se retrouve single point of failure d'un système hyper complexe. Et pour le coup, c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que ces types d'outils-là, en quelques minutes, une fois le paramétrage des sources de données fait, vous avez vraiment la capacité de générer des charts de tous les types, quoi. Ah ouais, ça c'est fonctionne. Génial. Pour le coup, la promesse, elle est tenue, quoi. Ah, la promesse est tenue, il n'y a aucun doute. Tableau a révolutionné l'accès à la donnée en entreprise. Ils le disent, mais objectivement, ils l'ont fait. Et concrètement, moi, je vois plusieurs travers, souvent classiques dans l'entreprise. C'est quand on démocratise et qu'on cache la complexité, souvent, elle existe toujours, cette complexité, et on a tendance à manipuler les chiffres et à dire potentiellement un peu n'importe quoi, parce qu'on peut croiser n'importe quoi avec n'importe quoi et à la fin obtenir un magnifique graphe, mais est-ce que pour autant il a de la valeur? C'est toujours un peu la question. Comment aujourd'hui, toi, tu vois ça? Comment tu traiterais ce problème-là pour essayer, parce que Martine, à la comptabilité, elle n'est pas non plus experte des données. En tout cas, elle n'a pas une formation experte de données. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des risques là-dessus par rapport à ton expérience? C'est un vrai point. Il y a clairement deux points dont on pourrait parler ce matin, justement, deux travers qui ont émergé avec cette BI self-service. La BI self-service est géniale, hein, et les bénéfices sont directs. C'est plus simple, ça apporte beaucoup plus de rationnel dans les décisions, parce que maintenant on fait, tu sais, BI, Business Intelligence, ça veut dire informatique décisionnelle. Donc, prise de décision à partir d'éléments concrets, de faits, de chiffres. Factuel, exactement. Et la BI self-service a permis vraiment de rendre cette informatique décisionnelle accessible à tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est top. Mais comme tu le dis, on va plus vite, ça semble plus simple, ça ne veut pas dire qu'en dessous, ça l'est réellement. Et moi, je vois deux tendances arriver, et elles existent, et c'est les vraies problématiques de nos clients aujourd'hui. La première, elle est liée à la gouvernance de ces chiffres. Michel, l'expert de base de données que tu n'appelles plus pour fournir le chiffre, eh bien en fait, tu as décentralisé l'accès à ce chiffre, tu as décentralisé la responsabilité en fait du chiffre. Ce qui fait que Sophie et Paul, quand ils vont chercher leur stats de manière autonome, se retrouvent chacun un peu à interpréter des données. Et potentiellement, chacun va donner des visions différentes d'un même fait, voire même donner des versions différentes d'un même fait. Et tu te retrouves de plus en plus, dans certains comités de direction d'entreprise, à avoir plusieurs versions du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ah ouais, les gars, en 2021, on a été hyper bons, on en est là. Et tu as le commerce qui va donner un chiffre, tu as l'équipe opérationnelle qui va en donner un autre, et à qui tu dois faire confiance. Et la compta qui va en donner un troisième, tu as raison, et à qui on doit faire confiance, et quelle est la vérité. Alors avant, Michel en donnait qu'un, il avait peut-être tort, mais du coup ça se savait pas, et ça faisait une seule source de vérité, ça posait pas trop de problèmes. Et pour résoudre ça, c'est de vraies problématiques de comment on gère la gouvernance, comment on centralise et comment on s'organise autour de ça. Le deuxième travers, qui est évident, c'est la perf. Tu l'as dit tout à l'heure, le problème, il reste complexe, et puis en fait, il est de plus en plus complexe. Pourquoi il est de plus en plus complexe? Déjà, il faut savoir, tu le sais, on est en 2021. La Google Experience fait que l'utilisateur aujourd'hui, quand il clique quelque part, il n'attend pas plus de 2 secondes. Ça doit être instantané. Et on n'a pas du tout l'habitude, toi, moi, et puis de toute façon, toutes les générations qui arrivent, n'ont plus l'habitude d'attendre. Donc, on est de moins en moins patient sur les délais de réponse des applications. Donc, ça, c'est une chose. On attend tous la perf. Et à côté de ça, la donnée, elle grossit. Mais elle grossit de manière ultra violente. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, il y a des stats qui disent que toute la donnée stockée, collectée, analysée a été multipliée par 5000. 5000 en 10 ans. Et ça s'accélère. Ça s'accélère, tu as raison. Sur les 2 dernières années, cette multiplication par 5000, 90% de cette multiplication a été faite sur les 2 dernières années. Donc en plus, ça s'accélère de manière exponentielle. Et puis le Covid, évidemment, et la démocratisation de tiens, je te montre des graphes, et puis j'essaie d'analyser l'évolution de la pandémie, démocratise de plus en plus et rend de plus en plus
normal, l'analyse de données est concret. Mais nous, on le voit bien en tant que fabricant d'applications, de développeurs. On stocke de plus en plus de données parce que stocker, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis à chaque fois qu'on a des réunions, on nous dit, quand on se pose la question, est-ce qu'on stocke cette donnée? Ok, on va la stocker, on en fera peut-être quelque chose plus tard, quoi. Et du coup, on fait grossir des bases de données de manière ultra conséquente avec des données qu'avant on ne stockait pas du tout dans les applications. Mais tu as tout à fait raison. Tu stockes de plus en plus et la question qui se pose, c'est pas tellement combien ça coûte parce que le disque dur coûte plus rien. C'est plus un sujet. Dans le cloud, tu sais même plus combien ça coûte en fait. Non, en revanche, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu calcules dessus? Et quel est l'impact de la BI self-service là-dessus? Et la BI self-service a simplifié l'accès, mais elle n'a pas du tout simplifié le problème. Parce qu'en fait, ce SQL qui n'est plus généré par l'expert de la data se retrouve généré par un outil généraliste qui va inventer des requêtes SQL les plus solides possibles pour aller chercher les informations. Mais en fait, quand tu regardes ces requêtes SQL, elles sont horribles, elles sont très sales. Un petit peu comme quand tu as branché tes premières versions d'Hibernate dans tes applications Java. Exactement ça. Il y a 20 ans. Exactement la référence que j'avais en tête. Tu disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il génère 3 jointures pour aller chercher une pauvre donnée, quoi? Eh ben, c'est tout à fait ça. Et tu retrouves tous ces patterns de requêtes qu'on pourrait trouver sales. Tu les retrouves générés par les outils DataVis. Parce que ces outils DataVis, eux, leur métier, c'est de dessiner des graphes et d'aller chercher l'information. Après, l'optimisation en fonction du use case métier, c'est très compliqué. Ouais, et puis en plus, c'est pas très vendeur pour eux parce que eux, ce qu'ils vendent, c'est des beaux graphes, quoi. Donc la perf, c'est pas vraiment leur sujet prioritaire, quoi. Et donc, quand tu combines d'un côté des requêtes qui sont de moins en moins bien écrites, de moins en moins optimisées parce qu'elles n'ont pas été faites par un DBA, et de l'autre côté, une donnée qui augmente, et bien, tu te retrouves face à une problématique super simple à comprendre, la perf. Et comment je fais pour répondre à ces requêtes-là de manière très rapide, très efficace, sans avoir à déployer une armée de data engineers ou un cluster de 1000 serveurs pour un pauvre milliard de lignes de données. J'avoue qu'aujourd'hui, alors pour travailler beaucoup en entreprise et côtoyer les problématiques de performance, que c'est un sujet moi qui m'intéresse et que je le travaille beaucoup, la réponse est souvent on va louer un gros cluster et puis on va instancier quelques nodes en plus, ça coûtera pas bien cher et puis basta, quoi. Et ouais, sauf qu'au final, la facture, elle commence à être salée. Hein. Ouais. Quand tu sais, les Snowflake et BigQuery savent ce qu'ils font. Hein. Et il faut que tu saches que quand tu envoies une requête dans BigQuery, elle va relativement vite. Hein. Souvent, le temps de réponse moyen de BigQuery ne dépasse pas les 10 secondes. En revanche, ce qui dépasse les 10 secondes, ou plutôt ce qui augmente, c'est pas le temps chez eux, c'est le coût. Et il faut que tu saches que chaque requête BigQuery est facturée au byte à l'octet qui est scanné. Donc, quand tu scannes un petit peu de données, ça coûte des millièmes d'euros, ça coûte rien. Quand tu scannes 1 giga de données, ça peut monter en quelques centimes d'euros, et quand tu scannes 1 téra de données, ça monte à plusieurs centimes d'euros la requête. Et les outils de DataVis envoient parfois des centaines de requêtes par seconde pour un utilisateur. Donc, autant te dire que la facture, elle monte très très vite. Côté Snowflake, le business model est un peu différent. C'est à la taille du cluster. Tu mets un tout petit cluster, un extra small, ou un très très gros cluster qui va aller vraiment beaucoup plus vite. Mais tu payes ton compute. Ouais, puis en vrai, pour avoir testé ces clusters extra small qui te vendent pas cher, tu fais rien avec parce que dès que tu as 3 données, que tu fais 3 requêtes, c'est inutilisable, quoi. Donc tu es tout de suite obligé de passer sur un truc hyper cher, en fait. C'est ça. Et du coup, tu me vois venir, hein, mais c'est à ça qu'on répond chez Indexima. Nous, on vient se positionner avec des clusters de taille modeste. Donc, je vais pas te dire que j'accélère des milliards de lignes avec 3 Raspberry. Hein. Il faut quand même un peu de compute, on est bien d'accord. Il n'y a aucune magie, mais un compute qui est souvent divisé par 10, divisé par 20, pour avoir des perfs raisonnables, pour avoir des perfs qui, elles, sont multipliées par 100, 500, 1000, 10 000 en fonction de la volumétrie et du use case. D'accord. Et si on rentre un peu dans le détail, c'est-à-dire que si demain, par exemple, on a un client, il a ce problème-là, vous êtes capable de vous injecter sur un projet déjà créé, sur des tableaux déjà existants, venir vous mettre au milieu de la solution, comme un proxy cache, si je puis dire, même si c'est pas le terme. C'est quand même la meilleure analogie qu'on puisse faire. C'est vraiment un peu comme un proxy cache,
si ce n'est que c'est beaucoup plus smart que ça, parce qu'on fait pas que cacher les requêtes qui nous ont été envoyées. On pré-compute beaucoup de choses qui vont être envoyées plus tard grâce à des algos de machine learning assez simples qu'on a déployés dans le moteur. Mais oui, on se met sur des dashboards existants, sur des data sources existantes, et on vient se mettre de la manière la plus transparente possible entre les deux, sans avoir à changer ton fonctionnel. Ton dashboard reste le même, et sans avoir à changer ta data source. Évidemment, on va pas te demander de déplacer la donnée. On est là pour éviter les duplicats de données et éviter les déplacements de données. Et concrètement, ça nécessite de faire intervenir des gens qui ont une connaissance du métier, ou c'est plutôt un projet qui peut être vu sous l'angle technique, c'est-à-dire on est plutôt sur des DBA. Enfin, quelle équipe projet, en fait, quelle équipe faut-il pour arriver à mettre un projet comme ça en route? Eh bien, en fait, ce sont les deux équipes avec lesquelles on travaille. Et du coup, quelle équipe il faut déployer? Clairement, il y a un moment, il faut instancier ton cluster. Donc, soit on est dans le cloud et c'est très facile, c'est en quelques clics. Soit on est on-prem parce que la donnée ne doit surtout pas sortir du château fort du projet. À ce moment-là, il y a un moment, il va falloir appeler les techs pour mettre Indexima, le déployer. Mais une fois qu'il est déployé, ce cluster Indexima, c'est plutôt des analystes avec lesquels on va travailler et c'est plutôt les fonctionnels, ceux qui designent les dashboards. Parce qu'ensemble, on va venir se brancher dans cette donnée qui est très facile à exposer pour tuner au mieux. Et en fait, ce tuning, ce sont des algos de machine learning qui viennent générer des structures qu'on appelle, nous, des hyperindex. Mais ces structures, elles parlent surtout au métier et assez peu aux DBA qui, en réel, s'en moquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est libérer l'accès à la data source, qui est souvent une data source opérationnelle. Et ils veulent venir réduire la contention qu'on peut avoir sur les systèmes opérationnels. D'accord. En termes de prix, de pricing, j'imagine que vous travaillez pas bénévolement. Combien ça coûte concrètement? Est-ce que du coup ça c'est encore une charge en plus par rapport à un projet BI classique, ou comment c'est facturé? Vous facturez à l'octet? Enfin, c'est quoi le modèle? Alors en fait, on a un modèle au serveur ou à l'heure de compute en fonction de si tu es on-prem ou dans le cloud. Mais la vraie question, c'est pas tellement combien ça coûte, mais plutôt combien ça rapporte. Quand tu fais des calculs assez simples, et t'es tech, t'es matheux, 1 minute d'attente par clic par analyste, dans une entreprise où tu vas avoir entre 5 et 100 analystes, c'est plusieurs heures de collaborateurs perdus par jour. Et à la fin de l'année, ça se chiffre rapidement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, juste déjà sur ce temps d'attente. D'heures et d'énervement, parce que attendre 1 minute sur chaque clic, ça rend dingue. Et cet énervement, c'est mon deuxième point. Effectivement, un dashboard lent, c'est un dashboard qui est non utilisé, qui est non adopté. Et quand tu n'as pas d'adoption et que le dashboard n'est pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? En fait, tes décisions, elles sont plus prises sur des éléments factuels, elles sont prises au hasard. Et j'aime autant dire qu'une décision qui est prise au hasard et qui n'est pas factuelle grâce à une analyse précise d'une donnée, elle peut coûter beaucoup plus cher que le temps d'attente de tes analystes. Donc, autant te dire qu'en fait, Indexima, oui, on a un modèle de facturation et on n'est pas bénévole et on facture. Mais en fait, Indexima rapporte de l'argent à nos clients plutôt que d'en coûter. D'accord. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est pour quel type d'entreprise, quelle est la taille d'entreprise, j'ai envie de dire, quelle est la taille peut-être de l'équipe, enfin comment vous savez que c'est une entreprise sur laquelle vous pouvez vous insérer et dans laquelle vous pouvez apporter de la valeur? J'adore cette question parce qu'en fait, on est associé au big data. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ou en tout cas, il y a 2-3 ans, qui avait des problèmes de perf? Ceux qui avaient des big data. Je mets beaucoup de guillemets. En réel, avec la BI Self-Service qui s'est déployée de plus en plus, en fait, qui a des problèmes de perf? De plus en plus de monde. Donc, la question n'est pas tellement quelle est la taille de l'équipe ou quelle est la taille de la data, mais plutôt quel est le temps d'attente. Et en vrai, les clients qui nous appellent en nous disant « Moi, mes dashboards mettent 10 secondes », j'ai tendance à les orienter vers des entreprises de services spécialisées de la BI pour les aider à améliorer potentiellement le tuning de leur dashboard Tableau ou leur dashboard Power BI. Et c'est plutôt, je vais plutôt me tourner vers ceux qui attendent 30 secondes, 1 minute dans le dashboard, parce que là, je sais qu'il y a un sujet derrière et je sais qu'on va pouvoir apporter quelque chose à cette entreprise-là. Et derrière, en fait, parfois, tu attends 1 minute dès la première centaine de millions de lignes,
parfois, tu attends une minute à partir de 1 milliard, 1,5 milliard de lignes. Mais voilà, c'est dans ces ordres de grandeur qu'on navigue, dans les quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions de lignes. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Et tu peux te retrouver avec des dashboards qui sont lents. Donc, la vraie question est plutôt combien de temps t'attends pour tes dashboards que quelle data tu as ou quelle est la taille de ton entreprise. Ouais, d'accord. C'est vraiment je veux dire, le levier d'optimisation que vous pouvez apporter, que vous décidez ou pas d'intervenir dans l'entreprise. C'est ça. D'accord. Et du coup, j'ai des clients. Mon plus petit client est une entreprise qui a une vingtaine de collaborateurs. Mon plus gros en a plusieurs dizaines de milliers. Impressionnant. Et comment tu vois le futur de la BI dans les prochaines années? Enfin, c'est quoi la perspective? Évidemment, on a parlé du fait qu'il y aura toujours plus de données, toujours plus de choses à traiter, mais grosso modo, où est-ce que vont les produits? Est-ce qu'on va vers toujours plus d'ergonomie et de trucs super sexy avec des graphes qui génèrent dans tous les sens, ou est-ce qu'on va vers peut-être des choses qui sont préformatées? Enfin, moi, je suis assez curieux de savoir où est-ce qu'on va avec toutes ces données, comment on va pas être saturé d'informations qu'on ne sera pas capable de traiter. Enfin, quel est l'avenir pour toi de la BI? Bon, je suis pas devin, et la question elle est relativement difficile. Mais déjà, il y a un premier truc qu'on peut voir. Tu regardes ce qui se passe aux US. Ils ont souvent un peu d'avance sur nous, et il y a des tendances qui sont assez évidentes. La BI, elle est de plus en plus as a service. Et Looker, il y a très peu de déploiement on-prem. Tableau va dans le cloud. Ouais. Voilà. Donc la BI va dans le cloud, la donnée va aussi dans le cloud, hein, évidemment, qui s'amuse encore à maintenir des NAS et à brancher des disques durs, et de moins en moins de monde. Donc on y va tous. La donnée et la BI vont dans le cloud, ça c'est une évidence. La seconde chose qui est assez claire, et puis on pourrait dire oui, évidemment, c'est un terme tendance, ça fait le buzz, mais c'est la data science. Maintenant, pourquoi BI et data science, pourquoi c'est lié? En fait, si tu oublies le côté intelligence artificielle et data science qui se cache, et puis toute la magie qu'on peut imaginer derrière, ce qu'il faut voir, c'est la démocratisation de l'analyse de données. Et cette analyse de données et la data science, comment la data science va venir améliorer l'analyse de données et donc la prise de décision, donc la BI, bah, tout simplement, de la même manière que la BI est devenue self-service et qu'on a enlevé Michel, l'expert de données, de la chaîne de production de valeur et de la chaîne de production de data, et ben en fait, le data scientist, celui qui aide à prédire ce qui se passe dans le futur, va aussi être enlevé de la chaîne de valeur. Donc, je peux déjà vous dire, arrêtez assez vite de recruter des data scientists. Ces data scientists vont être remplacés par quoi? Par des robots qui vont être dans les outils BI, qui vont être dans les bases de données. Et très clairement, en fait, aujourd'hui, on appelle ça de la BI ou de la data science. En fait, demain, l'analyste va devenir un citizen data scientist. C'est un peu le terme à la mode. Mais si on est un peu plus concret, l'analyse de données, au lieu de se passer que sur le passé, eh ben, en fait, va se passer sur le futur. Et grâce aux moteurs de base de données, grâce aux outils d'analyse de données, eh bien, en fait, on va non seulement être bien meilleur, et on l'est déjà bien meilleur sur l'analyse de la donnée passée, mais on va aussi être, de manière assez automatique et assez simple, être vraiment meilleur sur les projections et du coup, sur les analyses prédictives, les analyses de ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est par là que va la BI. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, la BI, c'est encore un peu le rétroviseur, quoi. C'est-à-dire qu'on analyse ce qui s'est passé, on n'est pas du tout dans du forecast ou alors de très faiblement, quoi. Et donc, toi, tu vois vraiment arriver vers cette BI forecast qui va prédire un petit peu ce qui va se passer par la suite, quoi. Ouais, clairement. Et il y a des tendances à suivre, des data robots ou la data science as SQL, comme on est plusieurs à être en train de travailler dessus. D'accord, passionnant. Moi, j'ai envie de m'arrêter là aujourd'hui pour la BI. On a déjà passé plus d'une demi-heure à discuter ensemble. C'est des sujets passionnants sur lesquels on pourrait discuter encore des heures. Mais avant de conclure, il y a deux questions que j'aimerais te poser. Alors, tu peux choisir celle que tu veux. C'est, est-ce que tu as encore un rêve en informatique? Est-ce que tu as encore un rêve technologique? Et est-ce que tu peux me donner la définition de ce qu'est pour toi une bonne technologie ou un bon projet? Alors, j'ai envie de répondre aux deux. Ouais, j'ai encore un rêve techno, j'en ai plein en fait, mais celui que je vais partager ce matin, il est super concret.
On vient de parler de data science, on vient de parler de citizen data scientist et de comment on va mieux analyser les forecasts plutôt que d'analyser le passé à travers nos rétroviseurs. Mon prochain challenge et le prochain challenge d'Indexima, il est là. Hein. Et on est, nous, en train de travailler à la cave. Nos ressources, elles sont principalement orientées sur la réalité terrain, le pragmatisme de nos clients et de nos prospects. Mais on est quand même déjà en train de travailler et de pré-packager des choses, la mise en œuvre de l'accélération de la data science en entreprise. Et comment rendre beaucoup plus simple la data science. Et une brique comme Indexima qui a réussi à accélérer par 1000, 10 000 les perfs de la BI, et ben en fait, on est déjà en train de préparer l'accélération de la data science. Donc ça, c'est le prochain sujet qu'on est en train de craquer, accélérer la data science en entreprise. Et celui-là, c'est un vrai rêve, un vrai projet techno sur lequel on bosse. Assez sexy en plus. Assez sexy, assez tendance, qui fait le buzz. Maintenant, c'est un challenge, donc il y a encore du taf. Ouais, encore du taf. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me définir ce que c'est pour toi une bonne techno ou un bon projet? Ouais, c'est une vraie question tech. J'ai envie d'y répondre par une fausse réponse. C'est quoi une bonne équipe? Et en fait, un bon projet, une bonne techno, un bon dev, un bon développeur, c'est quoi? Je crois que c'est surtout une bonne équipe. Et bon, ça fait un moment que je suis manager dans la tech et maintenant que je suis même à la tête d'une entreprise tech. Mais pour moi, le plus important, c'est pour que le projet réussisse, pour que la techno soit fiable, stable et d'un niveau de qualité suffisant, il faut une équipe engagée. Et donc, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de savoir et d'être certain que mon équipe sait où elle va, comment elle y va et surtout pourquoi elle y va. Et c'est ça la vraie question, je crois, qu'il faut se poser en entreprise et qu'il faut qu'on se pose tous comme en tant que tech lead ou tech manager. Moi, je pense effectivement, ce que tu soulèves là, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu une perte de sens dans beaucoup d'équipes et remettre un pourquoi on fait les choses, ça réaligne tout le monde sur les objectifs, quoi. Et c'est hyper intéressant, quoi. On va s'en arrêter là. Avant de terminer, est-ce que tu as un petit conseil pour nos auditeurs? Un autre que de passer une bonne journée, de profiter du soleil. On parle à des tech, je crois, principalement. J'ai envie de dire, vous le savez déjà tous, mais peut-être que la phrase clé et qui est un sujet pour moi au day-to-day, c'est le keep it simple. S'il vous plaît. J'adore cette phrase, je la répète 300 fois par jour. Mais voilà, keep it simple et il faut qu'on le martèle et concentrez-vous sur les endroits où vous avez de la valeur. Donc, laissez-vous faire par les entreprises qui automatisent vos process, les entreprises qui vous aident à simplifier les process et à réduire l'énergie que vous passez dans, je ne sais pas moi, pour donner un exemple, comment je peux réduire mon big data en plein de small data. Il y a des moteurs qui savent le faire pour vous. Donc, allons ensemble vers le plus simple et aidons-nous à travailler sur les endroits où on a chacun notre domaine d'expertise et le plus de valeur à apporter. Parfait. Merci Nicolas de ce temps d'échange et puis à bientôt. Merci à toi Philippe et à très bientôt. Ouais.